Bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous nous interrogerons sur l'avenir de la droite, désormais entre les mains de Christian Jacob. Quelle ligne politique après la ligne Wauquiez? La promesse de rassemblement est-elle seulement tenable? Quelle place pour la droite dans le mandat d'Emmanuel Macron? On prend le temps ce soir de se poser les bonnes questions et de vous aider à vous faire vos réponses. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Nous irons comme toujours en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Quentin Calmet. Voilà, Rebecca, dans un instant, mon micro, Roger Carucci. Et maintenant que Christian Jacob est élu, on lui parlera des municipales, un prochain objectif dans 5 mois. Merci Quentin, à tout à l'heure. Avant cela, notre match des idées. On va donc se pencher sur cette guerre qui oppose la Syrie à la Turquie. Condamnation franco-allemande hier soir, condamnation de l'UE tout à l'heure. Et pour cause, au-delà du drame humanitaire qui s'annonce, toute l'Europe craint la résurgence de Daesh. On va en parler avec nos invités. On prend le temps de comprendre ce qui se passe exactement dans le match des idées dans un instant. D'abord un point sur les derniers événements avec Sandra Sercara. Des militaires accueillis par des habitants en liesse, à une trentaine de kilomètres au sud de la frontière turque. Les premiers soldats de Bachar al-Assad ont pénétré ce matin dans la ville de Tal Tamr. Dans cette zone, le drapeau syrien ne flottait plus depuis des années. C'est le résultat d'un accord conclu hier entre les forces kurdes et le régime de Damas appelé à l'aide. Plus au nord, les combats font toujours rage autour de Ras Al-Aï, ville frontière bombardée par les Turcs. Hier, une frappe aérienne a fait 14 morts, dont des civils. Depuis son déclenchement il y a 5 jours, l'offensive de la Turquie a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes, des combattants kurdes, mais aussi des civils enterrés avec les honneurs. Nous le disons au monde entier. Regardez, le groupe État islamique revient. Cette fois, il s'appelle Erdogan. Face au désengagement des États-Unis, la France et l'Allemagne haussent le ton en demandant l'arrêt immédiat de l'offensive turque. Cette offensive prend le risque, d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Le président turc Erdogan se félicite quant à lui ce matin du retrait des derniers soldats américains, pendant que son armée déploie des blindés à la frontière avec la Syrie. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, enseignant-chercheur aux séries et auteur de L'hégémonie contestée chez Odile Jacob. Frédéric Ancel, bienvenue. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de Mon dictionnaire géopolitique aux éditions PUF. Merci à tous les deux d'être ici. Bertrand Badi, comment vous le voyez, ce conflit qui vient de s'ouvrir, aux conséquences encore insoupçonnées, imprévisibles, on ne sait pas trop où on va? Hélas, je crains qu'on sache où on va, c'est-à-dire on va vers un désastre humanitaire qui a déjà commencé, on va vers une nouvelle étape dans le martyre du peuple kurde et des populations kurdes qui sont les oubliés, les exclus du jeu politique moyen-oriental, mais derrière cela, il y a des choses peut-être encore plus graves, quelque chose qui ressemble d'abord à une inéluctabilité, c'est-à-dire on ne voit pas quelle configuration stratégique pourrait mettre fin à cette action entreprise par la Turquie. Derrière ça, on voit quelque chose d'extraordinairement important pour l'avenir, à savoir que les puissances régionales locales, ce qu'on appellerait le régional de l'étape, si vous voulez, l'emporter en capacité d'action et de proactivité sur les vieilles puissances internationales et mondiales. Parce qu'elles sont sur le terrain, parce qu'elles le contrôlent et parce que les autres ne peuvent plus, en quelque sorte, faire cette loi, cet ordre qu'ils protégeaient, organisaient depuis des années. On voit aussi, et c'est peut-être d'un certain point de vue plus tragique, à quel point le système qu'on appelle Sykes-Picot, c'est-à-dire cette carte du Moyen-Orient telle qu'elle a été dessinée dans le contexte de la Première Guerre mondiale et peu à peu officialisée au sortir de la Première Guerre mondiale, devient d'une part en contradiction totale avec la réalité sociale et ethnique, c'est-à-dire, la carte du Moyen-Orient a oublié le peuple kurde, mais en même temps, personne ne se hasarde à définir une solution de substitution. C'est-à-dire qu'on peut effectivement... Parce qu'ils n'en ont pas, peut-être. Parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils ne veulent pas en avoir. Et c'est peut-être là qu'on est au centre du paradoxe, c'est-à-dire certains protestent, d'autres se taisent, mais je me demande si finalement
tout le monde ne fait pas des prières pour que rien ne change et parce que, comme vous le dites, ils n'ont pas d'alternative à proposer. N'ayant pas d'alternative à proposer, eh ben, on laisse la Turquie faire son jeu, et derrière le jeu de la Turquie, il y a quelque chose qui peut-être annonce la phase nouvelle du conflit syrien. C'est-à-dire, on commence à se demander à quoi va ressembler la Syrie post-guerre, et ce sur quoi tout le monde s'accorde tacitement, c'est que la Syrie post-guerre ressemble à la Syrie d'avant-guerre, donc que l'on ne change pas les structures. De facto, les Kurdes occupent le tiers de la Syrie actuelle, il faut les en chasser, et c'est la raison pour laquelle on se réjouit en silence de voir le régime de Damas reprendre le dessus, et même pactiser avec les Kurdes pour finalement les intégrer dans ce qui doit être un nouvel État syrien. Donc, soyons honnêtes, personne ne souhaite aider les Kurdes et ces malheureux n'ont aucune solution de sortie dans cette affaire. Frédéric Ancel, je vous laisse la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on regarde une image parce que beaucoup se sont demandé si Erdogan ne se refaisait pas une santé politique aussi au passage, parce que sur le plan intérieur, il était plutôt affaibli, d'où peut-être cette offensive. On va regarder cette image. Ça s'est passé ce week-end. Les joueurs de l'équipe nationale turque au garde à vous pour célébrer un but de leur attaquant et surtout pour montrer leur soutien à l'armée en pleine offensive. Et d'autres sportifs ont fait ce geste durant le week-end. Est-ce qu'au passage, quand même, Erdogan aura au moins réussi quelque chose, c'est-à-dire de se mettre à nouveau ses électeurs, les Turcs, avec lui? Oui, et notamment ceux d'Istanbul, qui, comme vous le savez, je crois que c'est l'origine de votre question, n'ont pas voté, majoritairement en tout cas pour l'AKP au pouvoir, donc pour son parti que je qualifierais d'islamo-nationaliste, au pouvoir depuis 2002. Oui, bien sûr, cette initiative très, très violente, très forte, qui va à l'encontre d'ailleurs du droit international en Syrie, de la part d'Erdogan, elle consiste aussi, pas seulement, on va y revenir, mais aussi à favoriser, alors non pas sa réélection, puisqu'il a été élu dictateur, donc ces derniers temps, il en a à la limite peut-être pas nécessairement besoin, et pourtant il le fait pour tendre le ressort des énergies nationales à un moment où la Turquie est relativement, je dis bien relativement seule sur l'échiquier international, mais je vois aussi quelque chose de plus profond, c'est que depuis 2008-2009, il y a une vraie dérive, à la fois autoritaire en interne et expansionniste et ultranationaliste en externe, et j'ajoute que M. Erdogan, à partir de 2011 et du printemps arabe, a commencé à soutenir très clairement les frères musulmans, les Ikhwan, donc cette confrérie fanatique qui, dans le monde arabe, a surgi, soit par les urnes, soit par la force, et qui en a été pour l'essentiel chassé d'ailleurs. Et aujourd'hui, Erdogan, vis-à-vis du conflit, enfin du contentieux plutôt, avec l'Arménie, son rapport avec Israël, c'est évident, son rapport à l'Europe, qui est aujourd'hui sur la base de discours outranciers depuis plusieurs années, qui aujourd'hui est tout à fait pollué par un nationalisme extrêmement fort. Cette épée de Damoclès en carton consistant à menacer les Européens de laisser 3 millions ou 3,5 millions de réfugiés syriens se déverser chez nous, sachant que dans le même temps, son offensive est aussi et peut-être surtout destinée à refixer ou replacer ces 3 millions de réfugiés qui pour l'essentiel donc sont des Arabes syriens en Syrie. Oui, mais alors donc pas chez nous. Donc autrement dit, c'est pour ça que je dis que c'est une épée de Damoclès en carton, mais si nous voulons bien subir les menaces de M. Erdogan, eh bien il est fort de notre faiblesse. Et j'ajoute que du point de vue, du côté américain, on a affaire à la énième illustration de l'inconséquence, j'ai envie de dire de l'irresponsabilité politique, diplomatique, géopolitique, appelons-la comme on veut, de Donald Trump, avec peut-être le seul argument qui me semble un petit peu intéressant, qu'il n'emploie bien évidemment pas, c'est celui d'éviter le retour sur le sol national du moindre cercueil, du moindre soldat américain. On est au début d'une campagne électorale, M. Trump ne veut pas que l'opinion américaine se retourne en sa défaveur parce qu'il y aurait des soldats américains tués dans la région. Et c'était aussi sa promesse de campagne. Alors justement, que font les Occidentaux et que font les Européens? Eh bien, ils se réunissent beaucoup, souvent, depuis quelques jours. Hier soir, Angela Merkel a dîné avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a ensuite convoqué un conseil de sécurité et de défense à 22h et ce matin se tenait un conseil des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg. Écoutez les résultats. Les forces démocratiques syriennes, aujourd'hui menacées, sont nos alliés, ont été nos alliés depuis le début dans la lutte contre Daesh. Et c'est particulièrement grave parce que cette offensive va entraîner un vrai sinistre humanitaire. Bertrand Badi, vous avez un petit peu évoqué ce sujet. On est face à une immense impuissance des puissances occidentales, des dites puissances occidentales.
Alors d'abord, il y a un changement de contexte. C'est-à-dire qu'on n'est plus au XXe siècle, et surtout dans cette première moitié du XXe siècle, où l'Europe dessinait, redessinait, découpait, redécoupait le Moyen-Orient. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et il faut savoir changer, transformer, adapter notre politique étrangère pour considérer que ces aventures extérieures ne débouchent sur rien. Regardez toutes les opérations extérieures menées par la France en particulier, par l'Europe. Ne parlons pas des États-Unis. Laquelle d'entre elles a abouti à un résultat positif? Ce n'est pas dû à une maladresse, et surtout pas à une maladresse de nos armées. C'est dû tout simplement à un monde qui a changé, dont on ne veut pas voir qu'il se transforme. Un monde dans lequel intervenir chez l'autre et chez l'autre lointain du Sud et du Sud-Est n'est plus possible aujourd'hui comme ça l'était hier. Donc c'est Donald Trump qui a raison alors ? Alors, d'abord, regardez l'humiliation subie par les États-Unis. Dans la crise syrienne actuelle, les États-Unis avaient un orteil, et pas plus. Maintenant, ils n'ont plus rien du tout. C'est-à-dire que la parole américaine ne compte pratiquement plus. Vous vous rendez compte de l'épaisseur du changement ? Battu, ou en tous les cas, rejeté de la scène irakienne, demain de la scène afghane, en Syrie, qui est l'un des cratères principaux du monde, la superpuissance américaine n'a pratiquement plus son mot à dire. D'un certain point de vue, M. Trump suit pour une fois son prédécesseur, c'est-à-dire comme Barack Obama qui en août 2013 disait intervenir et bombarder en Syrie, ça me paraît pas très raisonnable et stratégiquement ça n'aboutira à rien de positif. C'est le même raisonnement qui continue. Et l'actuel président des États-Unis n'aime pas qu'on dise ce qu'il fait comme son prédécesseur. Et pourtant là, il y a une ligne, ce qui prouve que la personnalité des présidents est dépassée, que c'est un fait structurel. Il y a maintenant un autre élément peut-être plus grave, c'est que l'Europe et les États-Unis sont l'otage d'un système un peu absurde, il faut bien dire, en tout cas très imprudent. Le système Sykes-Picot, c'est-à-dire ce découpage incroyable du Moyen-Orient qui avait oublié les Kurdes. C'est-à-dire, s'il y a récurrence de la question kurde depuis un siècle au Moyen-Orient, c'est parce qu'à un moment, on avait pensé, à l'occasion du traité de Sèvres, leur faire une petite place, et puis ils ont très vite disparu parce que ça n'arrangeait personne, en réalité. Voilà la matrice qui est morte. C'est-à-dire savoir dans quelle mesure ce que l'on fait au Moyen-Orient arrange les pays européens ou les pays américains. Ça, c'est terminé, c'est fini. Et donc, on ne peut entendre que de saintes paroles et cette phrase étonnante de cynisme qui consiste à appeler à la retenue. On s'entretue et ici, on appelle depuis son fauteuil à la retenue. C'est presque une couverture de Charlie Hebdo. Et on condamne. Oui, alors peut-être simplement une nuance. Oui, sur l'humiliation, mais aujourd'hui, qui est humilié ? Au fond, ce sont les alliés des États-Unis. Mais les États-Unis eux-mêmes, après tout, c'est Barack Obama, sans aucune pression particulière, qui s'est assis sur sa propre ligne rouge, effectivement, en 2013. Lui qui, un an auparavant, avait promis d'intervenir face à Assad si celui-ci employait du gaz de combat contre sa population. Personne n'empêchait Barack Obama d'intervenir. Il a décidé de ne pas le faire. Aujourd'hui, Donald Trump décide... Parce qu'il a compris que ça ne servirait à rien. C'est possible. Mais c'est là le changement, mais en tout cas, il n'a pas subi la pression des Russes qui n'ont envoyé leurs chasseurs bombardiers que par la suite. Les Russes aujourd'hui en Syrie sont forts de la faiblesse auto-décidée des Américains. Monsieur Trump aujourd'hui, il n'est pas sous la pression militaire de la Turquie. C'est lui qui a dit je me retire et par conséquent c'était évidemment un feu vert pour les Turcs d'intervenir. Les humiliés sont les Européens plutôt dans l'histoire. Mais ils le veulent bien aussi. Ils le veulent bien aussi car nous ne sommes pas suffisamment unis. Je vais au-delà de ça. Nous n'avons pas la représentation d'incarner ou de devoir, alors qu'on le pourrait. On n'a pas la représentation de devoir incarner une puissance globale. Qui dit puissance globale dit carotte, mais dit aussi bâton. Non seulement on n'est pas assez unis, mais ensuite les Anglais s'en vont, les Britanniques s'en vont. C'est une force militaire très considérable. Les Allemands refusent de jouer le rôle de le statuer le rôle de puissance globale. La France essaye. Et la France essaye. Et je vous dirais sans chauvinisme que ces derniers jours, j'ai vraiment le sentiment que parmi les grandes ou moyennes puissances, celle dont la posture me paraît la plus digne, c'est encore celle de la France. Et j'ajoute que les Français et les Britanniques, peut-être les Allemands, les Néerlandais, que sais-je encore, s'ils le voulaient, pouvaient maintenir des soldats sur place. Et là, M. Erdogan réfléchirait quand même à 2 fois avant de frapper là où, en tout cas, où il y aurait encore des soldats européens. Mais enfin, Frédéric Ancel, il y a longtemps que l'Europe n'est plus dans le film du Moyen-Orient, n'est plus dans le film. Et il faut prendre conscience de ce phénomène. C'est pas parce que la France, pour des raisons de statut, et ça c'est un point très important, pour des raisons de prestige, de volonté de garder
garder le statut de grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, entretient des forces spéciales en Syrie. Combien sont-elles? Personne ne le sait, mais on sait qu'elles sont très peu nombreuses et que de toute manière, elles ne peuvent rien faire face à l'armée turque, qui est une armée gigantesque, qui compte en plusieurs centaines de milliers d'hommes. Et je pense qu'il est tout à fait hors de propos de penser qu'une armée européenne pourrait dissuader l'armée turque qui est chez elle, qui est dans son espace, qui jouit de sa capacité de puissance régionale et qui réussit assez habilement. Je partage votre jugement sur M. Erdogan, mais reconnaissons qu'il a une certaine habileté diplomatique d'obtenir le parrainage de la Russie, parce que la Russie sait que son avenir au Moyen-Orient dépend de relations correctes et convenables avec la Turquie, et c'est pourquoi la Russie a menacé d'opposer son veto à une résolution au Conseil de sécurité sur cette question. L'Iran qui trouve dans la proximité avec la Turquie un moyen d'équilibrer l'Arabie Saoudite, parce que comme vous le rappeliez vous-même, Ankara et Téhéran ont la même obsession du danger que représente la présence saoudienne. Et je dirais, quitte à choquer, que les Occidentaux sont pas loin de penser la même chose, dans la mesure où ils n'ont pas de solution politique à proposer à la question kurde, qu'ils n'ont pas la possibilité ni la faculté de redessiner la carte de la Syrie, éventuellement post-guerre. Eh bien, le statu quo les arrange. Il ne faut quand même pas oublier que les Kurdes contrôlent de facto un tiers du territoire syrien aujourd'hui, et tout le monde se dit, mais dans le fond, il vaudrait mieux une Syrie réunifiée qu'un État kurde qui, de facto, serait proclamé, un peu comme d'ailleurs il y a un État kurde de facto au nord de l'Irak. Et de ce fait, tout vient s'organiser, c'est-à-dire Damas vient soutenir les Kurdes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Damas est en train d'absorber la rébellion kurde et est en train ainsi de reconstituer le territoire national. Tout le monde est content, même M. Le Drian. Je vous laisse répondre, Frédéric Ansel. Oui, non, là encore, juste une nuance. Il ne s'agit évidemment pas, dans mon esprit, d'envoyer des troupes comme en 1956 avec Guy Mollet. Mais là où il y avait des soldats américains, les Turcs n'intervenaient pas. Et comme ils étaient à peu près partout sur cette petite Rojava, enfin sur cette plaine en fait, du Rojava, ils n'intervenaient pas. Là où les soldats britanniques... Vous croyez que les Américains auraient fait feu sur les troupes turcs entrant? Bon, non. Voilà. En revanche, ces dernières années, mais c'est la preuve par le fait, ces dernières années, les Turcs, alors qu'ils en avaient envie, ne sont pas intervenus. Et c'est comme par hasard, au moment où Trump annonce qu'il retire ses hommes, qu'il met dans les heures qui suivent que les Turcs avancent. C'est là où il y avait tout de même c'est là où la présence passive, et il y avait bien sûr une forme de connivence. Et moi, ce qui me stupéfie, c'est que aujourd'hui nous avons des présidents américains, et c'est vrai, Obama comme Trump aujourd'hui, ça ferait pas plaisir à M. Trump, mais c'est vrai, aujourd'hui considère encore et toujours, ce qui à mon avis est une erreur stratégique, sans compter l'erreur morale, continue de considérer que 15-20 ans après la chute de l'URSS, la Turquie constitue toujours un allié non seulement très performant, parce que vous dites à juste titre que l'armée, elle est très puissante. Oui, enfin, on l'a pas vu beaucoup combattre, outre des civils, quand même, ces dernières décennies. Et que c'est un pôle de stabilisation dans la région. Moi, je ne crois pas que depuis 2008-2009, en tout cas, la Turquie constitue dans la région un pôle de stabilisation. En tout cas, l'Europe et la France essaient d'être dans le film, comme vous dites, Bertrand Badi. Il faut dire que l'autre conséquence de ce conflit, on l'a un tout petit peu abordé, on va y aller un petit peu plus loin, justement, c'est la possibilité de voir ressurgir une grave menace terroriste. Hier, les autorités kurdes ont sorti un chiffre. 785 proches de membres étrangers de l'État islamique ont fui le camp d'Ain Issa. Et il faut savoir que 12 000 combattants de Daesh sont détenus dans les prisons sous contrôle des Kurdes, parmi eux des Syriens, des Irakiens, mais aussi 2500 à 3000 étrangers originaires de 54 pays, évidemment de la France également. Paris prend cette menace très au sérieux. On réécoute Emmanuel Macron. Notre volonté commune que cette offensive cesse, notre conviction, je crois pouvoir le dire à l'un et l'autre, que cette offensive prend le risque, d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Et on apprend ce soir que la Turquie accuse les Kurdes d'avoir délibérément relâché des détenus djihadistes. Bertrand Badi. Oui, alors effectivement, on a entendu ça déjà depuis 24 heures. C'est une rumeur qui circule. Ça va être évidemment un élément de l'argumentaire des deux côtés. Et on voit très bien qu'il y a un risque.
c'est certain. Que ce risque ait l'importance que l'on décrit aujourd'hui ne me paraît pas aussi convaincant que le simple fait que de toute façon Daesh n'est pas mort. Parce que le fond du problème, il est là. Parmi les nouveautés que nous réserve ce 21e siècle, il y a le fait que ce n'est pas une bataille de la Marne qui peut mettre fin à ces formes nouvelles de conflictualité, parce qu'elles ne sont pas territorialisées. Ça ne se joue plus sur des lignes de front. Il n'y a plus de lignes de front, il n'y a plus de champs de bataille, il n'y a même plus d'armées repérables. C'est-à-dire, ce sont des combattants potentiels fondus dans une population et dans une société, et qui peuvent rejaillir à tout moment. La grande erreur, ça a été de penser qu'on va envoyer quelques troupes et on va remettre de l'ordre dans tout cela. Ce que l'on constate, c'est que rien n'est véritablement arrêté, et on le constate jour après jour en Irak également, où non même pas réveil, je dirais, l'entretien de ce feu est une réalité, est un paramètre. Donc c'est ça le véritable danger. Le véritable danger, c'est qu'on n'a pas compris le type de conflit qui se jouait dans cette région du monde, et qu'on a cru que, un peu comme à Austerlitz, à la Marne ou à Verdun, on allait arrêter tout ce monde-là et qu'on n'en parlerait plus. Ben non, c'est pas ça du tout. Ça marche plus comme ça. Oui, Daesh, c'est d'abord une idéologie. Après la forme territorialisée qu'il a prise, à l'inverse d'ailleurs d'Al-Qaïda, qui, elle, constituait plutôt une espèce de focaux, façon années 60, dans une géographie imprenable, et qui se considérait comme une petite élite et qui projetait, pour le coup, dès 11 septembre, de nature, en principe, à créer une division très forte, voire des guerres civiles entre musulmans et non musulmans dans différents pays. Ça, c'était vraiment l'un des paradigmes stratégiques d'Al-Qaïda. Là, avec Daesh, on a eu une forme finalement très moderne, étatique, de développement idéologique, très ethno-racial aussi d'ailleurs, avec une forme d'action génocidaire vis-à-vis des yézidis, il ne faut pas l'oublier. Bon, ça, c'est détruit. C'est détruit provisoirement. En revanche, l'idéologie, elle se maintient. La crainte qu'on peut avoir, en tout cas que les renseignements ont, c'est que ces quelques centaines de djihadistes, appelons-les comme ça, s'ils n'ont pas de QG ou de territoire sanctuaire, puisqu'il n'en existe a priori plus aujourd'hui, même s'il faut le rappeler qu'on n'a pas retrouvé les chefs, et les chefs et les autoproclamés en tout cas de Daesh dans la région, qui sont évanouis dans la nature. Enfin, s'il n'y a pas de QG territorialisé, alors pourquoi ne tenteraient-ils pas peut-être de poursuivre la lutte en revenant dans leurs états d'origine, et donc pourquoi pas en Europe, dans les pays arabes. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs pays arabes, dans la Tunisie, qui sont tout à fait concernés, et la France en particulier. Et là, effectivement, c'est un argument qui est joué par les deux. Entre parenthèses, on a été très très heureux que les Kurdes fassent le sale boulot quand même, le boulot de fantassin face à Daesh pendant quelques années, il faut quand même le rappeler. Et sans transition, messieurs, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour évoquer l'Europe et la France. 2 points intéressants aujourd'hui, cette rencontre à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen tout à l'heure, et le Conseil européen de la fin de semaine, qui sera peut-être celui de la dernière chance, en tout cas c'est ce qu'on dit, pour trouver un accord sur ce Brexit. Double actualité européenne sur laquelle on interroge d'abord le sénateur Jean Bizet. Il est avec vous en salle des conférences, Quentin Calmet. Oui, Jean Bizet, vous êtes président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Un mot tout d'abord sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission européenne. Ils se sont vus ce matin à l'Elysée. C'était la première rencontre entre les deux depuis le rejet de la candidature de Sylvie Goulard par le Parlement européen. En coulisses, Emmanuel Macron s'inquiéterait d'un Parlement européen hors de contrôle et sans majorité positive. Quelle est votre analyse, selon vous ? Cette crainte est réelle, tout simplement parce que M. Macron, dont on ne pourra pas, je dirais, occulter le fait qu'il a la fibre européenne, on l'a vu dans la campagne présidentielle, il n'en a pas tout à fait les codes. Et pour être plus clair, il ne pourra pas, je dirais, fonctionner à Bruxelles comme il a fonctionné à Paris. L'Union européenne, c'est le temps long, c'est le temps des compromis. Et avec la composition telle qu'on la connaît aujourd'hui du Parlement, ce ne sera plus des accords, je dirais, qui avaient été négociés autrefois entre le PPE et les sociodémocrates. Il faudra compter, si je puis dire, avec d'autres familles, notamment la famille centriste et les Verts. Donc M. Macron n'est pas habitué à ce mode, je dirais, de fonctionnement. Il faudra qu'il s'y fasse, sinon la machine sera bloquée et c'est dommage. Autre actualité, celle du Brexit. Nous sommes à 3 jours d'un important Conseil européen sur la question. Demain, vous publiez un rapport qui est consacré au désastre d'un Brexit sans accord. Est-ce que, si le Royaume-Uni le demande, il faut prolonger la période actuelle et décaler le Brexit ? Assurément. Mais pour cela, il faut 2 préalables. D'abord, que la Grande-Bretagne le demande et que la Grande-Bretagne le précise. On ne peut pas avoir, je dirais, un 3e
report sans une motivation explicite. Mais il est bien évident que l'Union européenne, le Parlement, notamment Michel Barnier au travers de la Task Force, fera tout son possible, je le sais, pour éviter, je dirais, un saut dans l'inconnu. Quel est le point sur lequel vous êtes particulièrement vigilant? Est-ce que c'est le backstop, cette frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qu'il faut particulièrement surveiller? Ça fait partie du nœud gordien, comme l'on dit, tout simplement parce que lorsque David Cameron a décidé de lancer un référendum sur ce sujet, il avait oublié l'existence, tout compte fait, de l'accord du Vendredi Saint. Et cet accord est fondamental, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques décennies, il aura permis de ramener et la paix et la prospérité en Irlande. Et la population de l'Irlande du Nord a goûté, si je puis dire, à cet ADN de l'Union européenne. Et au-delà de leur sensibilité, notamment religieuse et politique très ancienne, cette population ne compte pas retourner en arrière. Ils ont bien raison. Merci beaucoup Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, pour votre réaction à notre micro. Merci beaucoup Quentin, et ça fait réagir en plateau. Frédéric Ancel, un petit commentaire? Il faudra bien repenser surtout l'avenir de notre appareil défensif, de notre appareil industriel de défense en France notamment. Quelle autonomie vis-à-vis de l'État, quelle autonomie vis-à-vis de Bruxelles? Pourquoi? Parce qu'on voit bien que du Mali à la Syrie, à l'Irak et peut-être à l'Afghanistan, les autres États européens ne nous suivent pas nécessairement, et je pense que la France, sans faire du chauvinisme, surtout pas ici, vous pensez, ou trop de patriotisme. Et pourquoi pas? Je pense que la France a encore un rôle à jouer, et que ce rôle ne peut se jouer sans agressivité aucune, toujours en matière de défense, en ayant, alors pas seulement sur des questions de prestige, mais en ayant de quoi, en tout cas, dissuader. Bertrand Badi, vous aviez envie, vous aussi, de commenter alors le point plutôt de Emmanuel Macron en conflit avec l'Europe. Ouais. C'est une tragédie qui avait fort bien commencé, pourtant. Acte 1, à peine élu, Emmanuel Macron annonce qu'il faut refonder l'Europe. Le verbe était superbe. Le verbe était superbe parce que c'est exactement ça. Acte 2, les élections européennes et cette gigantesque manipulation et ces tractations infinies dans le choix de la présidente de la Commission européenne. Acte 3, l'absence de partenariat. C'est-à-dire Macron est tout seul, l'Allemagne ne va pas bien, l'Angleterre sort, l'Italie n'en parlons pas, donc tout seul entre la volonté de refonder et un travail quand même de manipulation post-électorale qui lui a mis à dos la plupart des parlementaires européens. Et donc l'acte 4, c'est Iphigénie, c'est-à-dire Sylvie Goulard, c'est-à-dire effectivement une bonne candidate, une bonne grande spécialiste de l'Europe qui est ainsi sacrifiée à une refondation qui se fait à contresens, qui se fait à rebours. C'est dommage. Et je vous remercie infiniment, tous les deux, d'avoir participé à ce match des idées, d'avoir été nos invités dans Allons plus loin ce soir. On va continuer d'aller plus loin dans notre grand débat. Je vous le disais, on va prendre le temps d'analyser et de questionner l'élection du nouveau patron des LR. Christian Jacob va-t-il reconstruire la droite avant l'échéance présidentielle ou même avant celle des municipales? La ligne rassembleuse sera-t-elle la plus payante, la plus efficace dans les urnes après la ligne Wauquiez? On a une demi-heure pour se poser les bonnes questions. On va le faire avec nos invités. D'abord, retour sur le scrutin d'hier avec Marie Brémaud. Bravo. Salut. Félicitations. Le voilà, le grand vainqueur annoncé de cette soirée électorale. Christian Jacob est élu dès le premier tour avec 62% des voix. Son arrivée anime quelque peu le siège des Républicains. Je veux consacrer les 2 ans et demi qui nous séparent de l'élection présidentielle pour redonner une partie de ce que j'ai reçu à ma famille politique et en tout cas le faire avec toute la conviction et l'engagement qui est le mien. Ce fidèle chiracien entré en politique il y a plus de 35 ans prend donc la tête des LR et ce soir il semble y avoir une satisfaction, la participation. Personne n'imaginait que nous arriverions à 62 000 militants participant à cette élection avec 47%. Ça montre que nous avons une base militante forte et motivée. On remarque ce soir 2 grands absents. Les 2 autres candidats malheureux, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, n'ont pas fait le déplacement. Dans toutes les bouches des quelques cadres présents, l'objectif, le rassemblement. Rassembler d'abord ceux qui sont encore là et puis essayer de faire revenir les autres. Donc maintenant, il faut faire réussir. En tout cas, il faut arrêter l'hémorragie. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'adhérents, le nombre d'élus qui sont partis, c'est insupportable si on veut rester une grande famille politique qui joue dans la cour des grands.
Un appel du pied à Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, ou dernièrement Jean-Pierre Raffarin qui a pris ses distances. Mais qu'est-ce qui rassemble la droite française? Pour Guillaume Pelletier, il faut parler avant tout du projet. C'est qu'est-ce que nous avons à dire aux Français? Comment la droite va à nouveau penser par elle-même et proposer à nos compatriotes un chemin nouveau et alternatif à Emmanuel Macron et à Madame Le Pen. Allez. Tâche ardue qui attend Christian Jacob à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Les appétits s'aiguisent déjà. Il va lui falloir rassembler certes, mais aussi faire taire les égos et les ambitions, au moins pour quelque temps. Et allons plus loin dans le grand débat. Avec nous ce soir, Karine Bécard, bonsoir, grand reporter au service politique de France Inter. Fabrice Vesser-Redon, bienvenue, rédacteur en chef au groupe EBRA, auteur de Laurent Wauquiez, L'Impétueux. David Bellamy, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Picardie et spécialiste de la droite. Isabelle Vera-Masson, bienvenue à vous également. Vous êtes directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Merci à tous les 4 d'être ici. Ce matin, le sénateur Alain Joyandet nous disait dans Bonjour chez vous sur Public Sénat, le plus dur a été fait pour notre famille politique. Vous êtes d'accord, Karine Bécard? On a passé le plus dur chez les LR, on ne sait pas tout à fait. Non, je dirais que tout commence, mais c'est intéressant parce que justement tout commence et surtout l'impression qu'on a, c'est que coûte que coûte, on est en train de rentrer, ils sont en train d'entrer dans cette partie-là de l'échiquier politique, aux Républicains, dans une nouvelle ère, une ère qui pour eux est parfaitement inconnue. D'abord parce que c'est la première fois qu'ils ont un chef qui va pas, enfin, dont l'objectif n'est pas d'aller chercher absolument la présidentielle, l'objectif n'est pas absolument d'aller chercher tout de suite l'Élysée. Donc on n'est pas derrière un chef qui est là pour cheffer, comme pour reprendre Chirac. Et puis alors surtout, on est dans un moment où, je ne suis pas tout à fait d'accord avec d'ailleurs le sujet que je viens d'entendre, on est dans un moment où il n'y a plus de personnel politique à droite. Enfin, je veux dire, on n'a que des seconds couteaux, c'est horrible, voire des troisièmes ou des quatrièmes. Donc il y a, j'ai envie de dire, une génération politique à recréer, à relancer, à fabriquer, à trouver. Et ça prend des former, années, ça prend un petit peu de temps. Et puis, il y a la fabrication, effectivement, là je suis d'accord avec le sujet, des idées. Et j'ai envie de dire que dans les partis, globalement, j'ai pas envie de taper que sur la droite, mais dans les partis, il n'y a jamais d'idées. Donc il y a un gros chantier, effectivement, qui s'offre à la droite. Mais donc, j'aime bien cette idée de nouvelle ère, c'est-à-dire réussir à faire ce qu'on n'a jamais su faire jusqu'à maintenant. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Christian Jacob a quand même été bien élu, Fabrice Vesser-Redon. Il a une certaine légitimité, non? Il a été bien élu avec un nombre de participants inférieur par rapport à l'élection de Laurent Wauquiez il y a quelques temps. Ça tient d'abord à l'érosion du nombre d'adhérents. Moi, j'ai un petit point de divergence avec ma consoeur. Je ne suis pas certain que le vrai problème, ce soit la présence ou l'absence de premier couteau. Le problème, c'est la dispersion. C'est la dispersion de tous ces gens. Et de quoi, des courants Des courants, puis surtout des égos. Parce que ça va être le gros boulot de Jacob. Ça va être de mettre autour de la table des Pécresse, des Barouin. Il l'a dit d'ailleurs hier des soir. Bertrand. Pécresse et Bertrand font plus partie des Républicains. Oui, donc il n'y a pas à les mettre autour de la table. Déjà, c'est réglé. Il y a plein de gens dont on dit ils sont plus là. J'entendais à nouveau ce matin Jean-Pierre Raffarin qui quitte les Républicains. Je croyais que c'était déjà fait. On a l'impression qu'il a quitté 10 fois les Républicains. Mais certes, ces gens ne sont plus chez les Républicains, mais ils ne sont nulle part ailleurs en réalité. Ils sont avec eux-mêmes. Et c'est quand même maintenant le boulot de Jacob d'aller chercher ces gens et dire votre famille, elle est là, la bergerie, pour reprendre une image un peu chrétienne qui tient à cœur à droite, c'est de ramener ces gens au bercail. Et je pense que son vrai problème, c'est la dispersion. Et à en croire certains barons de la droite, LR est mort ou presque. La droite française s'est suicidée avec ses divisions, nous a dit François Fillon il y a quelques jours à la télévision suisse. La maison est complètement cassée de l'intérieur, nous dit Jean-François Copé sur France Inter. Et d'ajouter, il y a tout à refaire de fond en comble. C'est quand même pas gagné, David Bellamy. Alors, je ne vous parlerai pas de l'avenir de la droite, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une leçon de l'histoire, qui est que la droite, comme je le dis ici assez souvent, n'existe pas. C'est forcément les droites. La droite, elle est plurielle depuis qu'elle existe au XIXe siècle. Elle est plurielle. Or, dans la situation actuelle, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant, elle est tellement plurielle qu'on se demande ce qui peut la rassembler. À la fois, il y a une division à l'intérieur, parce que entre ceux qui prônent le libéralisme ou le néolibéralisme, et puis ceux qui versent déjà, qui ont un regard déjà vers le populisme ou vers quelque chose de plus nationaliste, il y a un fossé qui ne cesse de se creuser. Il y a un problème interne, puis un problème externe, c'est qu'il y a deux forces qui sont en train de dévorer la droite, petit à petit. C'est la force macronienne, qui est
incarner le libéralisme, Macron est beaucoup plus convaincant pour un certain nombre d'électeurs. Et puis, le pôle nationaliste, néo-nationaliste si vous voulez, quitte à incarner le nationalisme, la famille Le Pen est beaucoup plus efficace. Malraux avait dit, jadis, entre le communisme et nous, il n'y a rien. J'ai envie de dire, pour le plagier, est-ce qu'aujourd'hui, entre le macronisme et le lepénisme, il y a quelque chose pour la droite? Pas sûr qu'il y ait encore la place pour la droite aujourd'hui dans l'échiquier politique, Isabelle Verra-Masson. Alors, je ne sais pas si le fossé ne cesse de se creuser entre la droite nationaliste et la droite libérale à l'intérieur des Républicains. C'est ce que vient de dire. Je ne sais pas, je me demande si au contraire, ce fossé va pouvoir tenir longtemps. Parce qu'il y a toujours eu les droites, effectivement, il y a les droites, mais il y a toujours eu des droites. Et la question n'est pas, comme il y a les gauches, etc., la question n'est pas est-ce qu'il y a une droite ou les droites, la question est comment les faire vivre ensemble. C'est-à-dire, même s'ils sont différents, même s'ils ont des oppositions, même s'ils vont parfois de la haine, parce qu'il y a de la haine personnelle, il faut quand même qu'ils tiennent ensemble. Or, d'un côté, ça existe, c'est possible, ça a toujours été comme ça quand même pendant longtemps, et en même temps, c'est nécessaire. Et moi, il me semble que l'élection de Christian Jacob est une excellente nouvelle pour la rassembler droite, ces droites. pour les rassembler. Pourquoi ? Parce que Christian Jacob n'est pas un obstacle. Il est un obstacle pour personne. Ouais. D'abord, il n'est pas clivant comme personnalité. On ne lui connaît pas d'adversaire. On ne lui connaît pas d'adversaire. Il n'a pas d'ambition personnelle. En tout cas, il le dit. Il n'a pas ce charisme. Ça peut venir. Mais... C'est autre chose. Pour l'instant, on est en train de il n'a pas ce charisme pour l'instant qui ferait qu'on se dit bon, ça peut quand même venir. Il n'a pas d'histoire qui le justifierait. Donc finalement, moi, je serais Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Je me dirais pourquoi ne pas rentrer au bercail, reconstituer un grand parti et du coup rentrer classiquement dans la bataille électorale avec un parti derrière vous. C'est quand même pas si facile de partir à la bataille électorale sans parti. Donc il y a là, grâce à Christian Jacob, une bonne occasion, me semble-t-il, pour la droite. Et ça fait très longtemps que c'est pas le cas. Parce que Wauquiez est éliminé. Sarkozy est éliminé. Non, soyons sérieux. Je veux dire, on ne voit pas. Sarkozy jamais ne reviendra. Éliminé, mais très présent. Quand même. Oui, oui. Mais Sarkozy, tant mieux. Parce qu'il faut qu'il y ait des personnalités, il faut qu'il y ait des gens, des références historiques, politiques et idéologiques. Et tant mieux pour la droite. Moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Mais en revanche, la situation, et encore une fois, c'est la première fois qu'il n'y a pas dans le parti des guerres idéologiques, des guerres d'ego qui empêcheraient finalement une personne d'émerger. Donc moi, je trouve que pour la droite, c'est une très très bonne nouvelle. Alors en attendant le rassemblement, il y a quand même eu 2 départs ce week-end. Celui du sénateur de l'Hérault, Jean-Pierre Grand. Alors c'est un peu passé inaperçu, mais il l'a annoncé sur son compte Twitter. Voilà ce qu'il nous dit. Oui, je quitte LR. Je ne peux accepter une opposition déraisonnable, un discours de jour en jour plus droitier, des rapprochements assumés avec l'extrême droite dans mon département. Les valeurs de la glorieuse histoire du mouvement gaulliste doivent continuer à nous inspirer. Et il y a eu effectivement celui de Jean-Pierre Raffarin. Écoutez. Je n'ai pas renouvelé ma cotisation et donc quand on ne renouvelle pas sa cotisation, on reste dans le parti pendant donc un vous an. n'y êtes plus. Donc vous n'êtes plus républicain. Je vais partir des Républicains, évidemment. Karine Becker, ça veut dire que le rassemblement, c'est pas tout à fait pour maintenant ? Non, mais il y a quelque chose qui m'exaspère en fait, parce que, et je le dis avec le sourire, parce que on fonctionne avec les vieux réflexes, j'ai envie de dire, d'avant. Ok, je redis. Je pense qu'on entre vraiment dans une ère qu'on ne connaît pas, qui est très effrayante, parce qu'en fait, on ne sait pas comment les choses vont s'organiser. Je suis très d'accord. Je suis en parfait accord avec ce qui vient d'être dit, parce que, effectivement, je pense que Christian Jacob est assez désarçonnant, parce que pas technocrate, pas tribun. Enfin, il n'a pas grand-chose pour lui, à part qu'il est plutôt jovial, plutôt loyal, plutôt habile. N'oublions pas que c'est un syndicaliste, il sait négocier. Je trouve qu'il a énormément de qualités. Et je pense qu'une des plus grandes qualités qui est aujourd'hui Christian Jacob, c'est de savoir ce qu'il vaut. Et il sait qu'il ne vaut pas pour la présidence. Et c'est pour ça que je ne suis absolument pas d'accord avec votre vieux réflexe en plus, qui consiste à dire l'appétit vient en mangeant, l'appétit de l'ambition viendra peut-être, mais absolument pas. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui va nous désarçonner parce qu'il va s'installer autour de la table et il va dire bon, alors on va commencer à travailler. Et puis il y a peut-être effectivement des gens, et je suis d'accord avec vous, comme Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui vont se sentir très mal à l'extérieur et sentir en fait que la manœuvre politique qu'on a tous vue, qui ne plaît pas aux Français, parce qu'aujourd'hui je crois, hélas, que les Français n'ont plus envie de ça, ils vont se sentir un peu obligés et Jacob saura les accueillir. On est dans une nouvelle ère qui est très désarçonnante parce que tout ça nous paraît très surprenant, ça ne fonctionne pas avec les règles politiques qu'on a vues sous Chirac, sous Sarkozy, et qu'on a
Laurent Wauquiez a essayé de mettre en place également. Fabrice et sous Copé aussi d'ailleurs, c'était ça. Et Christian Jacob va devoir à la fois fédérer toutes ces personnes dont on parlait qui sont potentiellement des présidentiables, mais aussi tenir compte des voix des sages, notamment celle de Nicolas Sarkozy. Je tenais à rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, parce qu'on a vu que sur le précédent mandat, la précédente présidence de LR, ça a été quelque chose d'assez compliqué à gérer pour Wauquiez. Cette présence, cette omniprésence de Nicolas Sarkozy qui est encore très populaire. Christian Jacob peut la supporter, ce que ne supportait pas peut-être Laurent Wauquiez, cette présence de Nicolas Sarkozy. Il a rendu hommage à Nicolas Sarkozy. Oui, il a rendu beaucoup d'hommages. Il a rendu hommage aussi à Jacques Chirac. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il faut se rappeler que Laurent Wauquiez, au départ, était soutenu par Nicolas Sarkozy quand même. Et ce qui s'est passé, on s'en souvient, c'est que Nicolas Sarkozy a appris que derrière son dos, Laurent Wauquiez disait quand même des choses graves. Ce qui veut dire que sans Nicolas Sarkozy, on n'y arrive pas en fait. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des candidats qui, de toute façon, ont l'art de se mettre tout le monde à dos, et que ce soit Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre, à un moment donné... Je suis pas d'accord. Je crois que sans Sarkozy, on n'y arrive pas. Mais non, Laurent Wauquiez procède en fait de Nicolas Sarkozy. Sans Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez n'existait pas. Voilà, il a été son ministre tout jeune et il s'est mis dans la roue de l'ancien président pour récupérer... Oui, mais une fois qu'il s'était mis à dos, c'était fini. Et après, il est retourné contre lui. N'oublions pas, c'est quoi l'histoire de Christian Jacob avec Nicolas Sarkozy? Elle est tout autre. Au début, c'est extrêmement compliqué entre l'ancien chiracien et Nicolas Sarkozy. Donc ils se sont observés, ça n'a pas forcément fonctionné. Ils ont trouvé un mode de fonctionnement ensemble au moment où effectivement Christian Jacob devient le président du groupe des députés à l'Assemblée nationale de l'UMP à l'époque, et ils ont appris à travailler ensemble. Donc en fait le rapport n'est pas du tout le même. Christian Jacob ne doit rien à Nicolas Sarkozy. Il va l'écouter parce que c'est dans son tempérament. Il a de l'amitié pour lui. Il a de l'amitié pour lui. Et puis c'est un ancien président. On va laisser aussi David Bellamy. Il est incontournable. C'est lui qui se rend incontournable. Sinon, il a été troisième au primaire. La figure du chef, ça compte à droite, évidemment. Ça compte. Bon. Mais là, on ne parle que de chef. Il va bien falloir qu'il réunisse des gens, qu'il y ait des idées. S'il n'y avait pas de guerre idéologique à droite, pourquoi est-ce que Juppé serait parti? Pourquoi est-ce que Riester serait parti? Pourquoi est-ce qu'on verrait 20-21% des électeurs qui ont été tentés par un candidat, Julien Aubert, qui est plutôt favorable à un rapprochement avec les Le Pen? La guerre idéologique, elle est déjà là. Les idées, elles sont déjà, à mon avis, on ne peut plus rassembler. Si on fait l'histoire du temps présent, on ne peut plus rassembler, je le répète, entre les néo-nationalistes et les néolibéraux. Il y a une guerre entre les deux, et c'est là que je vous dis, cette force d'aimantation contradictoire, de toute façon, depuis 2 ans, elle n'a fait que réduire petit à petit la droite. Et on est tombé à 8% aux européennes. Enfin, moi, j'ai même à la Libération. Depuis Nicolas Sarkozy, depuis la fin du quinquennat Nicolas Sarkozy, depuis 2012, l'espace idéologique. Je suis d'accord avec vous, parce que contrairement à ce que disent certains leaders de la droite, c'est pas Macron qui est à la manœuvre, ce sont les électeurs. Et Macron, il est le résultat du choix des électeurs d'abandonner ses droites. Mais la tâche paraît impossible. Ou en tout cas très difficile. Au lendemain de la guerre, quand la droite était, excusez-moi l'expression, au fond du trou, elle faisait encore aux élections législatives à l'Assemblée constituante en 1945 et en 1946 15% des voix. On est à 8. On n'a jamais connu ça. Pardon, la droite traditionnelle. Mais le Rassemblement national, c'est la droite quand même. Donc, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. L'historien ne peut que contester cette affirmation. Ah oui, pour vous, la Rassemblement national n'est pas la droite. Je veux dire, c'est exactement l'équivalent, justement, après la guerre, de ce gens qui se cachaient d'une certaine manière dans les partis traditionnels. Ce sont les héritiers, justement, de la droite après la guerre. C'est une droite qui avait été... qui avait évité la honte par son action dans la résistance. Voilà. Là, on est dans l'héritage du vichisme, on est dans l'antigaullisme absolu avec le Rassemblement national. Et en tout cas, Christian Jacob doit aller vite pour reconstruire cette droite. Il y a la présidentielle, on va y revenir, mais avant cela, il y a les municipales, scrutin historiquement favorable au parti. Et cette fois, qu'en sera-t-il? Élection test pour LR. Je vais vous interroger dans un instant sur ce point, mais on va d'abord poser la question à Roger Carucci. Le sénateur est à vos côtés en salle des conférences, Quentin Calmet. Roger Carucci, est-ce que vous vous réjouissez de l'élection de Christian Jacob? Il était davantage modéré qu'un Julien Aubert ou un Guillaume Larrivé qui avait des lignes peut-être plus à droite que la vôtre. Vous vous réjouissez de l'élection de Christian Jacob? L'ayant soutenu et l'ayant parrainé, si je ne m'en réjouissais pas, je serais un peu dans la contradiction. Non, moi je pense que je m'en réjouis à double titre. D'abord parce que ça correspond à peu près aux idées qui sont les miennes.
Et puis deuxième élément, parce que cette élection s'est traduite par une mobilisation supérieure à ce qu'on imaginait, parce que tout le monde disait il n'y a pas d'enjeu, ça n'intéresse personne. Une élection au premier tour. Vote au premier tour, 63 000 votants, plus de 62% pour Christian Jacob, après un débat qui a été parfois un peu vif, mais qui est resté dans les limites du raisonnable, sans division particulière. Donc oui, on peut se considérer que ce vote, cette élection du président de la République est plutôt une réussite. Alors, il y a un grand défi dans 5 mois pour Christian Jacob, c'est la bataille pour les municipales. Vous êtes d'ailleurs vice-président de la Commission nationale d'investiture. Actuellement, 35 des 69 mairies de plus de 70 000 habitants appartiennent à des maires LR. Quel est votre objectif? Comment ça va se passer? On ne donne pas de chiffres, mais c'est plus prudent. Mais moi, je pense que globalement, nos maires sortants sur l'ensemble des grandes villes de plus de 30 000 habitants sont en bonne position lorsqu'ils sont un nouveau candidat pour être réélus. Un peu partout, nous avons fait des sondages qui sont très très loin des européennes, c'est-à-dire que tous ceux qui se disaient « Oh là là, regardez, aux européennes, la liste En Marche a fait des scores faramineux et la liste LR a fait des scores médiocres », eh bien, en réalité, pour les municipales, ce n'est pas du tout le même système. Les candidats tête de liste sortants sont connus et reconnus par les habitants qui se portent sur eux. Donc, je pense que globalement, on aura plutôt une poursuite, une continuité, avec un élément de réserve, c'est que 2014 avait été une année faste, une vague bleue, donc il faut s'attendre à quelques réajustements, mais pas de chamboulement. Très rapidement, est-ce que les Républicains jouent leur survie avec cette élection, ces élections municipales? Chaque fois qu'il y a une élection, on nous dit qu'on joue notre survie. Puis depuis le temps qu'on dure, j'en déduis que soit on a la peau dure, soit on est très compétent. Non, ce qui se joue, c'est le maillage territorial, parce que c'est ce maillage territorial qui va engendrer ensuite les élections départementales et régionales et les élections sénatoriales. En revanche, ce n'est pas les élections municipales qui font l'élection présidentielle. Donc on a besoin de conserver notre maillage territorial et de se redresser au niveau national par un programme, par une mobilisation et par une incarnation de candidats. Merci Roger Carucci. Et vous connaîtrez toutes les têtes de liste a priori fin novembre. Fin novembre, début décembre, ce sera bouclé. Voilà, donc pour les municipales de l'année prochaine. C'est noté. Merci beaucoup, Quentin. Vous vouliez réagir, Fabrice Vessarodon? Oui, on reconnaît bien le verbe de Roger Carucci et puis avec son optimisme habituel. Ça va être une élection difficile, hein, c'est municipal pour les Républicains. Déjà, dans la phase des investitures, moi je renvoie à la phase d'investiture des législatives. Comment la République En Marche a réussi à capter un certain nombre de candidats? Un cas précis, qui aujourd'hui est ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire, en Normandie, c'était pas compliqué. Soit il partait avec Emmanuel Macron, soit il était battu et il n'était plus rien, ni député, ni ministre à terme. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de communes où effectivement, et c'est là où Roger Carucci a raison, c'est une élection qui est très différente des européennes, etc., parce que ce sont d'abord des hommes qui sont élus, avec parfois un bilan, avec un savoir-faire, etc. Il n'empêche que je pense que beaucoup de sortants vont être confrontés, et républicains vont être confrontés à un vrai dilemme. Soit vous venez avec nous, soit on vous fait perdre. Ça va vraiment donner une indication sur l'état du parti, ces municipales, Karine Bécard? Oui, ça je pense, mais par contre je partage absolument pas ce que je viens d'entendre. Décidément, allez-y. Il y a eu effectivement, ça a été rappelé, une vague bleue assez importante qu'on avait d'ailleurs, dont on avait trop peu parlé à l'époque, en 2014, qu'on avait eu du mal à reconnaître ça à Jean-François Copé, c'était compliqué à l'époque. Mais moi je pense au contraire que si on regarde par exemple quelques sondages qui sont sortis sur des grosses villes, mais dont on parle peu ou en tout cas pas suffisamment. Je pense à Saint-Étienne, je pense à Reims, il y en avait une troisième, le nom m'échappe. Systématiquement, ces maires sortants qu'on fait un seul mandat, donc il s'agit de Gaël Perdriau à Saint-Étienne. Arnaud Robinet à Reims. Ils font des scores, mais ils sont réélus quasiment dès le premier tour. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que les candidats de la République En Marche, qu'on ne connaît pas, font des scores de moins de 10%. D'accord. Alors, il peut se passer plein de choses. Il y a 6 mois de campagne. Enfin, je veux dire, on ne va pas déjà imaginer les scores. Mais je pense malgré tout que toutes ces villes dont finalement les Français connaissent assez peu les maires vont dérouler leur campagne. Ce sera les maires sortants et ça devrait
comme le dit Roger Carucci, je suis assez d'accord avec lui, relativement bien se passer. Après, il y a effectivement des lieux un peu symboliques. On parle beaucoup effectivement de Nice, on parle beaucoup de Marseille, on parle de Paris. Il y a de Paris. Enfin, quoique Paris, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Mais non, mais enfin, je veux dire, la droite n'est pas en capacité de gagner Paris. Non, c'est pas trop la droite. Oublions quoi. Enfin, je veux dire, passons. Enfin bref. Mais et là encore, je pense que Christian Jacob c'est plutôt la bonne personne parce que il est habile, comme je disais tout à l'heure, et il a déjà dit qu'il va effectivement donner un certain nombre, enfin toutes les investitures qu'il faudra, mais il va laisser ses têtes de liste décider de ses listes. Oui. Et ben donc du coup en fait il y aura probablement des accords avec des gens de la société civile qui plus tard se révéleront en fait être des macronistes. La République en marche pourra dire regardez on est passé de 2000 conseillers municipaux à désormais 12 000, 15 000, 20 000. Et ça c'est possible. On a fait un sacré bond, mais au final le maire sera gentiment un maire d'hiver droite et le 22 mars on pourra dire quand on appartient aux Républicains on a plutôt bien vécu ces élections municipales. Donc je ne crois pas que ça va révolutionner la Reste à voir quelle marge de manœuvre, quelle liberté la République en marche va laisser à ses candidats. Et puis David Bellamy, il y a cet ancrage territorial qui fait défaut à la République en marche, qui ne fait pas du tout défaut à la droite. Ça rappelle tout à fait la situation du parti gaulliste quand De Gaulle revient au pouvoir en 1958, l'UNR, qui n'a pas beaucoup d'ancrage local, qui n'a pas beaucoup d'élus locaux, et les gaullistes vont mettre 20 à 25 ans pour se construire un réseau local qui va leur permettre, dans les années 80, de devenir de plus en plus puissants dans cette maison au Sénat. La République en marche est un petit peu dans cette situation-là, où elle a les commandes au niveau national. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que derrière cette municipale, il y aura une élection qui sera bien plus considérable, ce seront les régionales, parce que là, on sera dans un combat vraiment politique, et avec des confrontations très, très dures. On voit déjà Xavier Bertrand, par exemple, dans les Hauts-de-France, qui essaye de n'avoir en face de lui aucune autre liste que la sienne, soutenue par la République en marche face à la liste de l'extrême droite. Là encore, à nouveau, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace entre les deux, même si c'est lui qui mène cette liste. Isabelle Vermasson. Alors, pour continuer dans ce que disait Karine Bécard, c'était vrai aussi qu'il va y avoir des alliances, tout ça, on le sait bien comment ça se passe au niveau local. Mais il y aura des alliances avec des gens qui cacheront leur étiquette La République En Marche, mais il y aura aussi des alliances avec des gens qui sont Rassemblement National. Et moi, je crois que c'est là que les choses aussi peuvent se jouer. C'est-à-dire qu'on voit bien que la droite traditionnelle est piégée par la présence et la force du Rassemblement national, on le sait bien, entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, quelle est la place, on en a déjà parlé. Mais au niveau local, on peut un peu jouer de cette situation-là pour être plus fort et pour être élu. Et c'est peut-être là que va émerger, alors c'est vrai qu'on l'a déjà dit, qu'à chaque élection, on se pose cette question et que ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été une sorte d'expérience, de lieu d'expérience pour un futur rapprochement entre la droite traditionnelle et le Rassemblement national. Mais je pense que cette élection-là peut quand même être un lieu d'expérimentation. Et après les municipales, le scrutin que doit absolument préparer Christian Jacob, c'est la présidentielle. À l'heure où l'on se parle, aucune figure n'émerge vraiment pour représenter la droite en 2022. On l'a un peu dit. Plusieurs personnalités se distinguent pourtant. On pense à Gérard Larcher, très actif ces derniers mois sur les territoires, qui a clôturé sa tournée jeudi soir à Sèvres, qui a publié un livre entretien avec notre consoeur du Figaro, Marion Mourgue, tout en précisant qu'il n'était pas candidat pour 2022. On pense aussi à Xavier Bertrand, qui lui a quand même accordé, disons-le, une très longue interview au Journal du Dimanche hier, pile le jour où les militants LR élisaient leur président. Alors faut-il y voir un signe? Vous allez me répondre. En tout cas, effectivement, ce ne sera pas Christian Jacob, c'est certain. Pas sûr d'ailleurs que ce soit une primaire qui départage tous les volontaires. Écoutez. J'ai toujours été opposé à la primaire, je l'étais avant-hier, hier et aujourd'hui. Je pense que cette primaire, vous savez, en règle générale, quand on importe des solutions de la gauche, ça nous réussit rarement. Et ce système qui consiste à dire il faut d'abord diviser pour mieux rassembler après, on a envie de dire, et si on rassemblait tout de suite? Pour ce qui vous concerne, la présidentielle 2022, pour vous, c'est non et bien non, hein? Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur ce sujet. David Bellamy, ce serait une erreur pour la droite, après ce qu'elle vient de vivre, de se lancer dans des primaires pour 2022 ? Je ne sais pas, mais si je suis logique avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça paraît très très difficile d'imaginer que les militants soient capables de trouver le bon candidat qui, lui, l'emportera dans les urnes au deuxième tour de la présidentielle. On le disait tout à l'heure en aparté, à part François Hollande, connaissez-vous un candidat issu d'une primaire ouverte qui l'ait emporté ? Est-ce que les militants sont les mieux à même de choisir le bon candidat pour leur camp ? C'est la question.
à droite. Sans compter que ça donne une campagne pleine de divisions, de piques, de rancœurs. Les grands vainqueurs à droite, ce sont ceux qui étaient imposés parce qu'ils étaient déjà à la tête du parti. Jacques Chirac. Oui, ou avait un parcours. C'est le cas d'Alain Juppé, qu'on nous avait quasiment annoncé président de la République, et qui aujourd'hui est plutôt rallié d'ailleurs à Emmanuel Macron. Qui pour se distinguer avant cette présidentielle, Karine Bécard? On n'y arrive pas là, on ne peut pas trouver. Ah non, mais moi je trouve il y a personne. Mais il y a absolument. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas besoin de primaire parce qu'il n'y a juste personne en fait. Et c'est très dur de dire ça. Ça paraît presque provocateur. Mais bon, Gérard Larcher, effectivement, on en parle. C'est difficile. Il a dit non, il a clairement dit. Mais voilà, déjà, moi je considère qu'il a dit non. Et surtout, en fait, toute la manœuvre qu'il fait en ce moment, elle est tout à fait louable. D'ailleurs, il essaie juste de préparer ses sénatoriales. Et il n'a pas envie de quitter le plateau. Et on le comprend très bien. Et bon, voilà. Ensuite, quand on parle de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, on n'a pas beaucoup parlé de Valérie Pécresse ce soir. Voilà, c'est des présidents de région. Les élections, donc, ça les empêche de devenir des présidents. Il faut déjà qu'ils clarifient les choses. Je rappelle que les élections régionales, ça y est, on a la date, c'est mars 2021. Juste un an ou un an et quelques mois avant la présidentielle. Donc il faudra choisir, à mon avis, si on veut être honnête avec les électeurs, quand même, soit les régionales, soit la présidentielle. Ce sera compliqué de courir les deux. Et puis, surtout... A contrario, ça peut être un tremplin. A contrario, ça peut être un tremplin. C'est un tremplin. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, justement, dans les nouvelles règles de la vie politique dont je parle depuis le début, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui dire « c'est formidable, j'ai été élu dans ma région, donc je suis candidat à l'élection présidentielle. » Sauf si vous avez un désert dans l'offre. C'est pas comme ça que ça se passe. Sauf si vous avez un désert dans l'offre. Et là, il y a un désert. Et peut-être que ce désert, il va se poursuivre jusqu'en 2021. Non, mais c'est surtout il est possible que la droite, à un moment donné, elle ait besoin d'un candidat. C'est surtout que les élections régionales, et avec l'existence d'une présidence des régions, ça donne une visibilité, une légitimité, une puissance qui vient de la situation politique et du fait d'être un chef, d'être un président. Une région, voilà, on est un baron. Enfin, traditionnellement, depuis le Moyen Âge. On donne le sentiment de savoir gérer un territoire. Celui qui dirige un territoire a du poids et de la présence. Donc Macron a décoché toutes ces cases-là, quand même. Non, mais excusez-moi, ça colle lui-même. Pour lui-même, vous voulez dire. Mais aujourd'hui, Macron, il a décoché toutes les cases. Donc on ne peut pas tellement s'en servir, sauf pour dire que justement, il n'y a pas de règles. En tout cas, ça existe. Donc voilà, bien sûr. Mais c'est vrai que Macron, étant donné que son expérience ne ressemble à aucune autre avant lui, fait qu'à la fois, on ne peut pas s'en servir pour comparer avec quoi que ce soit, et au contraire, on peut dire que tout est ouvert. Mais en tous les cas, si on utilise les modes de fonctionnement de la vie politique et la question de la gouvernance, du poids, de la légitimité, c'est vrai qu'une première sélection, d'ailleurs Chirac l'a fait avec la mairie de Paris, et première sélection pour devenir président de la République, c'est déjà d'être à la tête de quelque chose, à la tête d'une grande ville, à être Premier ministre, à la tête d'une région. C'est le seul sous la cinquième. Ni Pompidou, ni De Gaulle, ni Giscard. Pompidou a été Premier ministre, donc je l'avais cité. C'est pas des barons. Non, mais il faut s'extraire du militant commun et être à la tête de quelque chose, d'un gouvernement, d'une région, d'une grande ville. C'est une manière qui évite justement les primaires. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. On voit qu'il y a une bataille du territoire. Ces temps derniers, tout le monde veut faire du territoire. Il y a eu l'effet Gilets jaunes. Y compris. Et l'effet Gilets jaunes, probablement. Et en particulier Emmanuel Macron. Oui, puis c'est la crainte aussi des primaires. On voit bien que les primaires ont été une catastrophe pour les politiques. Donc, ils sont en train de chercher quelque chose qui leur évite de passer par les primaires. La primaire est quelque chose absolument impondérable. On se souvient que Ségolène Royal a battu deux énormes hommes politiques, qui étaient Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Enfin, Nicolas Sarkozy a été élu troisième. C'est-à-dire qu'il a été viré. Quand je vous écoute, en fait, vous me donnez le sentiment d'avoir peur du vide, et donc on cherche des noms, et donc les deux noms sur lesquels on retombe systématiquement quand on pense à la droite, c'est Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Ah non, Valérie Pécresse, on en parlait moi c'est François Barois. Alors, mais on peut le mettre dans le même sac. Il nous reste déjà un marché. Mais c'est déjà pas mal. Le souci, c'est, je trouve malgré tout que ces gens-là, en fait, sont démonétisés, et sans méchanceté pour eux. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on voit depuis très longtemps, on le disait tout à l'heure, ils étaient déjà là à l'époque de Nicolas Sarkozy. Je suis plus certaine qu'aujourd'hui on a envie de ça. Ils ont été ringardisés par Emmanuel Macron. Mais ils ne sont pas morts pour autant. Je crois qu'on est rentré dans un autre moment. Une autre ère, une nouvelle ère. Elle est souvent surprenante et elle produit des renouvellements qu'on n'a pas attendus. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, vous avez rendez-vous à 7h30, comme tous les matins, avec Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité sera Damien Abad, député LR de l'Ain. Bonne soirée sur Public Sénat.